Chapitre 22. Dilemme. Dans mon rêve, le fou se tenait près de mon lit et me regardait. Il secoua la tête. Pourquoi ne puis-je parler clairement? Parce que tu mélanges tout. Je vois une croisée de chemins dans le brouillard et qui se trouve toujours au milieu. Toi. Crois-tu que je m'efforce de te garder en vie pour tes beaux yeux? Non. C'est à cause de toutes les possibilités que tu crées. Tant que tu es vivant, nos options sont plus nombreuses. Et plus il y a de choix possibles, plus nous avons de chances de nous diriger vers des eaux plus calmes. Ce n'est donc pas pour ton bien, mais pour celui des Siduchés, que je protège ton existence. Et tu as le même devoir, vivre, afin de continuer à ouvrir des possibilités. Je me réveillais dans la même impasse que celle où je m'étais endormi. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je restais allongé à écouter les bruits du palais qui émergeaient de la nuit. J'avais besoin de parler à Imbre, mais c'était impossible. Aussi, je fermais les yeux et m'efforçais de réfléchir à la façon qu'il m'avait enseignée. Que sais-tu? Aurait-il demandé. Puis, que soupçonnes-tu? Eh bien, allons-y. Royal avait menti au roi Subtil à propos de la santé de Rurisk et de son attitude envers les duchés. À moins encore que Subtil ne m'ait menti sur ce que Royal lui avait dit. Que Rurisk ait menti au sujet de sa position favorable envers les duchés. Je ruminai un moment et décidai de suivre ma première hypothèse. Subtil ne m'avait pas menti, j'en étais certain. Et Rurisk aurait très bien pu me laisser mourir au lieu de se précipiter chez moi. Et d'une. Donc, Royal voulait la mort de Rurisk. À moins que. Si tel était son but, pourquoi m'avoir trahi auprès de Ketriken? Oui, mais peut-être avait-elle menti à ce sujet. Je réfléchis. C'était peu probable. Elle s'était peut-être demandé si Subtil n'avait pas envoyé un assassin. Mais pourquoi aurait-elle aussitôt porté ces accusations sur moi? Non. Elle avait reconnu mon nom. Elle avait entendu parler de Dametin. Et de deux. Royal, la veille, avait affirmé à deux reprises avoir demandé à son père d'envoyer Dametin. Mais il avait aussi révélé son nom à Ketriken. Alors, de qui souhaitait-il la mort? Du prince que Rurisk? Ou bien de Dametin? Ou encore la mienne, après la découverte d'une tentative d'assassinat? Et quel en serait l'avantage? Pour lui et pour ce mariage qu'il avait agencé? Et pourquoi exiger que je tue Rurisk alors que l'intérêt politique voulait qu'il vive? Il fallait que je parle à Imbre, mais c'était impossible. J'en étais donc réduit à trancher moi-même la question. À moins que. Des serviteurs m'apportèrent de l'eau et des fruits. Je me levai, enfilai à nouveau mes habits malcommodes, je déjeunai et je sortis. La journée s'annonçait fort semblable à celle de la veille, et cette ambiance de vacances commençait à déteindre sur moi. Je décidai de faire bon usage de mon temps et d'en apprendre plus long sur le palais, ses habitudes et sa disposition. Je situai les appartements d'Eyod, de Kitriken et de Rurisk, et j'examinai soigneusement aussi l'escalier et la charpente de soutènement de ceux de Royal. Je découvris que Cobb dormait dans les écuries, tout comme Burich. De ce dernier, cela ne m'étonne pas. Il tenait à s'occuper lui-même des chevaux de Castelcer, jusqu'à son départ de Jamp. Mais pourquoi Cobb habitait-il avec lui? Pour l'impressionner? Pour le surveiller? Sévren et Chahut passaient leur nuit dans l'antichambre de Royal, bien que le palais recélât la quantité d'autres pièces habitables. Quand je voulus étudier la répartition et les horaires des gardes et des sentinelles, je ne trouvais d'hommes d'armes nulle part. Et pendant tout ce temps, je guettais Auguste du coin de l'œil. Et ce n'est qu'en fin de matinée que je pus le prendre à part. Il faut que je te parle en privé, lui dis-je. Il eut l'air agacé et jeta des regards autour de lui pour voir si l'on nous regardait. Pas ici, Fitz. Peut-être à Castelcer après notre retour. J'ai des devoirs officiels et. J'avais prévu cette réponse. J'ouvris la main pour lui montrer l'épingle que le roi m'avait donnée bien des années plus tôt. Tu vois cet objet? Je l'ai eu du roi subtil il y a longtemps, avec sa promesse que, si j'avais besoin de lui parler, il me suffisait de le brandir pour être aussitôt introduit chez lui. C'est très touchant, fit Auguste avec ironie. Tu as une raison pour me raconter cette histoire? Tu veux m'écraser de ton importance, peut-être? J'ai besoin de parler au roi, tout de suite. Il n'est pas ici. Auguste se détourna pour s'en aller. Je lui pris le bras et le forçai à faire demi-tour.
Tu peux le contacter par l'art. D'un geste furieux, il se dégagea de ma poigne et jeta de nouveau des coups d'œil autour de nous. C'est absolument impossible. Et je refuserais même si je le pouvais. Crois-tu que tous ceux qui savent artiser ont le droit d'interrompre le roi? Je t'ai montré l'épingle. Je te promets qu'il n'y verra que du feu, pas d'intrusion. Je ne peux pas. Vérité alors. Je ne m'adresse à vérité que lorsqu'il me contacte, lui. Bâtard, tu ne comprends pas. Tu as suivi l'apprentissage, tu as échoué et tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est l'art. Il ne s'agit pas de faire coucou à un ami de l'autre côté d'une vallée. C'est un talent sérieux, à n'utiliser que dans des circonstances sérieuses. Et il se détourna à nouveau. Reviens, Auguste, ou tu le regretteras longtemps. Je pris le ton le plus menaçant que je pus pour prononcer cette phrase, bien que ce fût pure rodomontade. Je ne disposais d'aucun moyen réel de lui faire regretter son refus, sinon en le prévenant que j'allais le cafarder auprès du roi. Subtil n'appréciera pas que tu aies méprisé son gage. Auguste se retourna lentement vers moi, l'œil noir. Très bien. J'accepte, mais tu dois me promettre d'en prendre toute la responsabilité. C'est promis. Viens dans ma chambre pour artiser, veux-tu? On ne peut pas faire ça ailleurs? Chez toi, proposai-je. Non, c'est encore pire. Ne le prends pas en mauvaise part, bâtard, mais je n'ai pas envie qu'on te croie de mes fréquentations. Ne le prends pas en mauvaise part, Noblio, mais la réciproque est vraie. Finalement, nous nous installâmes sur un banc, dans un coin tranquille du jardin de simple de Ketriken. Auguste ferma les yeux. Quel message dois-je artiser au roi subtil? Je réfléchis. J'allais devoir recourir aux devinettes si je voulais empêcher Auguste de connaître mon véritable problème. Dis-lui que la santé du prince est excellente et que nous pouvons tous espérer le voir atteindre un âge avancé. Royal souhaite toujours lui remettre son cadeau, mais je ne crois pas que ce soit approprié. Auguste rouvrit les yeux. L'art n'est pas une plaisanterie. Je sais. Contacte-le. Il referma les yeux et respira profondément à plusieurs reprises. Au bout de quelques instants, il me regarda. Il dit d'écouter Royal. C'est tout? Il était occupé, et très mécontent. Fiche-moi la paix maintenant. J'ai bien peur que tu ne m'aies fait me ridiculiser devant mon roi. J'aurais pu trouver une dizaine de réponses spirituelles, mais je le laissai s'en aller sans rien dire. Avait-il seulement artisé au roi subtil? Je m'assis sur le banc en pierre en songeant que je n'avais rien gagné à cet essai, et que j'y avais même perdu beaucoup de temps. La tentation me prit, et j'y cédai. Je fermai les yeux, respirai profondément, me concentrai et m'ouvris. Subtil, mon roi. Rien, pas de réponse. Je n'avais même pas dû artiser. Je me levai et je regagnai le palais. Ce jour-là, encore une fois, Ketriken monta seule sur l'estrade et, en termes toujours aussi simples, elle annonça qu'elle se liait au peuple des Séduchés. De cet instant, elle était leur oblat, en toute chose, pour quelque raison qu'il lui ordonne de se sacrifier. Puis elle remercia son propre peuple, sang de son sang, qui l'avait élevée en la traitant si bien, et lui rappela qu'elle ne changeait pas d'allégeance par manque d'affection pour lui, mais seulement dans l'espoir que cela profitera aux deux peuples. Enfin, elle redescendit les marches dans un silence total. Le lendemain, elle devait se donner à vérité, de femme à homme, d'après ce que j'avais compris. Royal et Auguste se tiendraient à ses côtés en tant que représentants de vérité. Et Auguste artiserait afin que le prince puisse voir sa fiancée prononcer ses vœux. La journée n'en finissait pas. Jonqui m'emmena voir les fontaines bleues, et je fis de mon mieux pour me montrer agréable et paraître intéressé. Nous retournâmes au palais, où nous eûmes de nouveau droit à des spectacles de ménestrels, à un banquet et à des présentations des différents arts pratiqués par les montagnards. Il y eut des tours de jonglerie et d'acrobatie, puis des chiens savants, et enfin des brotteurs qui firent étalage de leur adresse dans des duels pour rire. De la fumée bleue flottait partout. Beaucoup s'y adonnaient sans se cacher, et agitaient leur petit encensoir devant eux, tout en marchant et en bavardant. Je compris que pour eux, cette drogue était l'équivalent du gâteau à la graine de carice pour nous, un plaisir de vacances. Mais j'évitais tout de même les volutes de fumée qui s'échappaient des brûloirs. Je devais garder la tête claire. Imbre m'avait donné une potion qui dégageait l'esprit des vapeurs du vin. Mais contre la fumée, à laquelle je n'étais pas habitué, je n'en possédais pas. Je n'en connaissais d'ailleurs pas. Je trouvai un coin moins embrumé que les autres et me tins là, apparemment sous le charme de la voix d'un ménestrel, mais en réalité l'œil fixé par-dessus son épaule sur Royal. Il était installé à une table avec deux brûloirs de part et d'autre de lui. Auguste, l'air très réservé, était assis un peu plus loin,
Ils se parlaient de temps en temps. Auguste avec sérieux, Royal avec indifférence. Je n'étais pas assez près pour les entendre, mais je lus sur les lèvres d'Auguste mon nom et le mot art. Je vis qu'Étricaine abordait Royal et notai qu'elle faisait attention de ne pas se trouver sous le flot direct de fumée. Le prince parla longtemps avec elle, la bouche souriante et molle, et tapota une fois la main ornée de bagues d'argent de Kétriken. Apparemment, il était de ceux que la fumée rend prolixe et vantard. Quant à la princesse, tel un oiseau sur une branche, elle se rapprochait parfois de lui avec un sourire, puis se reculait en prenant une attitude plus formelle. Rurisque apparut derrière sa sœur, parla brièvement à Royal, puis saisit le bras de la jeune fille et l'entraîna plus loin. Séverine survint alors et refit le plein de brouilloire, sur quoi Royal le remercia d'un sourire niais et dit quelque chose en indiquant la salle de la main. Séverine éclata de rire et s'en alla. Peu après, Cobb et Chahut se présentèrent pour parler à Royal. Auguste se leva et s'enfuit d'un air indigné, mais Royal, la mine mécontente, envoya Cobb le chercher. Auguste revint visiblement à contre-cœur. Royal le réprimanda et Auguste eut une expression furieuse, mais il baissa finalement les yeux et se soumit. J'aurais donné tout l'or du monde pour entendre ce qui se disait entre eux. Il se tramait manifestement quelque chose. Cela n'avait peut-être rien à voir avec moi, ni avec ma mission, mais j'en doutais fort. Je passai en revue ma maigre récolte de faits avec la certitude que l'importance de l'un d'eux m'échappait. Mais je me demandais aussi si je ne me trompais pas moi-même. Peut-être ma réaction face à la situation était-elle exagérée. Ne ferais-je pas mieux d'obéir tout simplement à Royal en le laissant endosser la responsabilité de ses ordres? Ou encore de gagner du temps en me tranchant tout de suite la gorge? Naturellement, je pouvais toujours aller trouver Rurisque, lui annoncer que malgré tous mes efforts, Royal persistait à vouloir le faire assassiner, lui demander asile. Après tout, qui n'accueillerait avec plaisir un assassin entraîné qui avait déjà trahi un maître? Je pouvais aussi raconter à Royal que j'allais tuer Rurisque, et en réalité ne rien faire. Je réfléchis soigneusement à cette possibilité. Je pouvais encore aller voir Burich, lui révéler que j'étais un assassin et solliciter ses conseils sur la situation. Je pouvais enfin prendre la jument de la princesse et m'enfuir dans les montagnes. Alors, vous vous amusez bien me demanda Jonqui en me prenant le bras. Je m'aperçus que j'avais les yeux fixés sur un homme qui jonglait avec des poignards et des torches. Je ne suis pas prêt d'oublier cette expérience, répondis-je. Puis je lui proposai une promenade dans la fraîcheur des jardins. Je sentais que la fumée m'abrutissait. Tard ce soir-là, je me présentai devant la porte de Royal. Ce fut Chahut qui m'ouvrit cette fois avec un sourire accueillant. Bonne soirée, me fit-il, et je pénétrai dans l'antichambre comme dans l'antre d'un ogre. Mais l'air était bleu de fumée, ce qui expliquait sans doute l'enjouement de Chahut. À nouveau, Royal me fit attendre, et j'eus beau me coller le menton contre la poitrine et respirer à petits coups, je savais que la fumée commençait à m'affecter. Garde la tête claire, me dis-je, et je m'efforçai de repousser le vertige qui m'envahissait. Je m'agitais sur mon siège et me résignais finalement à me couvrir franchement la bouche et le nez de la main, ce qui n'eut guère d'effet. Je levai les yeux lorsque le paravent qui fermait la chambre s'écarta. Mais ce n'était que Séverine. Après un coup d'œil à Chahut, il vint s'asseoir à côté de moi. Comme il ne disait rien, je demandai au bout d'un moment: Est-ce que Royal va me recevoir bientôt? Séverine fit non de la tête. Il est. Il a de la compagnie. Il m'a chargé de vous dire tout ce qu'il vous faut savoir. Il ouvrit la main sur le banc entre nous pour me montrer une petite papillote blanche. Voilà ce qu'il a obtenu pour vous. Ne doute pas que cela vous conviendra. Un peu de cette poudre mêlée à du vin cause la mort, mais à longue échéance. Il n'y a aucun symptôme pendant plusieurs semaines. Puis une léthargie s'installe qui s'accroît peu à peu. La victime ne souffre pas, ajouta-t-il comme si c'était là mon premier souci. Je fis appel à ma mémoire. C'est de la gomme de Kex? J'avais entendu parler de ce genre de poison, mais je n'en avais jamais vu. Si Royal avait une source d'approvisionnement, Imbre voudrait la connaître. J'ignore son nom et son importance. Voilà ce qui compte. Le prince royal dit que vous devez l'utiliser cette nuit. Vous n'aurez qu'à vous créer une occasion favorable. Et que croit-il donc? Que je vais me rendre chez Rurisque, frapper à la porte et entrer en lui offrant une coupe de vin empoisonné? Ce ne serait pas un peu gros? Exécuté de cette façon, certainement. Mais votre formation vous a sûrement donné plus de finesse que ça. Ma formation me dit qu'on ne discute pas de ce genre de choses avec un valet. Faut entendre l'ordre de la bouche de Royal ou je ne bouge pas. Séverine soupira.
Mon maître l'avait prévu. Voici son message. Par l'épingle que vous portez et par l'écusson sur votre poitrine, tels sont ses ordres. Refusez, et c'est au roi que vous refusez. Vous commettrez alors une trahison, et il vous fera condamner à la pendaison. Mais je... Prenez ce papier et allez-vous-en. Plus vous attendrez, plus il se fera tard, et plus votre visite paraîtra suspecte. Séverine se leva brusquement et sortit, assis tel un crapaud dans un coin. Chahut me regardait en souriant. Je serais obligé de les tuer tous les deux, avant notre retour à Castelcerre, si je voulais préserver mon utilité en tant qu'assassin. Je me demandais s'il le savait. Je rendis son sourire à Chahut, en me sentant un goût de fumée au fond de la gorge. Puis je pris le poison et m'en allai. En bas de l'escalier de Royal, je reculai contre le mur parmi les ombres, puis escaladai aussi vite que possible un des étais qui soutenaient les appartements de Royal, souple comme un chat. Je m'installai sur un des supports du plancher et j'attendis. J'attendis longtemps, au point de me demander entre la fumée qui tourbillonnait dans ma tête, ma fatigue propre et les effets qui se prolongeaient des herbes de Kétriken, si je ne rêvais pas, et si mon piège maladroit allait donner un résultat quelconque. Finalement, après réflexion, je songeais que Royal m'avait dit avoir spécifiquement requis les services de Damtin. Or subtil m'avait envoyé moi. Je me rappelais la perplexité d'Imbre à ce sujet, et, enfin, les accusations de vérité qu'il m'avait rapportées. Mon roi m'avait-il livré à Royal? Et, dans ce cas, quelle loyauté leur devais-je à l'un et à l'autre? À un moment, je vis Chahut sortir, puis après un laps de temps qui me parut très long, revenir en compagnie de Cobb. J'entendais mal à travers le plancher, mais assez quand même pour reconnaître la voix de Royal. Il était en train de révéler à Cobb mes plans pour la nuit. Quand j'en fus certain, je me faufilai hors de ma cachette, descendis et regagnai ma chambre, où je m'assurai de la présence de mes affaires, dans mes affaires de certains articles spécialisés, tout en me répétant fermement que j'étais l'homme lige du roi. C'est ce que j'avais dit à vérité. Je quittai ma chambre et m'aventurai sans bruit dans le palais. Dans la grande salle, les gens du commun dormaient, sur des paillasses à même le sol, en cercle concentrique autour de l'estrade, de façon à se réserver les meilleures places pour la prononciation de vœux de leur princesse le lendemain. Pas un ne bougea tandis que je déambulais parmi eux. Tant de confiance, et si mal placé. Les appartements de la famille royale étaient situés tout au fond du palais, à l'opposé de l'entrée, et ils n'étaient pas gardés. Je passai la porte qui donnait sur la chambre à coucher du roi, puis celle de Rurisque, et m'arrêtai devant celle de Kétriken, décorée d'oiseaux-mouches et de chèvrefeuilles. Elle aurait plu au fou. J'y toquai légèrement et attendis. Le temps s'écoula lentement. Je frappai à nouveau. J'entendis des pieds nus marcher sur le plancher, puis le paravent peint s'écarta. Kétriken avait les cheveux tressés de frais, mais déjà quelques mèches s'étaient libérées autour de son visage. Sa longue robe de nuit blanche accentuait son teint de blonde, si bien qu'elle paraissait aussi pâle que le fou. Vous voulez quelque chose me demanda-t-elle d'une voix endormie. Rien que la réponse à une question. La fumée s'entortillait encore autour de mes pensées. J'aurais voulu sourire, me montrer spirituel et brillant devant elle, devant cette beauté pâle. Je repoussai cette impulsion. La princesse attendait patiemment. Si je tuais votre frère ce soir, dis-je, pesant mes mots, que feriez-vous? Elle n'eut pas le moindre geste de recul. Je vous tuerais, naturellement. En tout cas, j'exigerais votre exécution par la justice. Étant désormais lié à votre famille, je ne pourrais pas prendre votre sang moi-même. Mais accepteriez-vous encore le mariage? Épouseriez-vous quand même vérité? Désirez-vous entrer? Je n'ai pas le temps. Épouseriez-vous vérité? Je suis promise aussi duché en tant que future reine. Je suis engagée envers leur peuple. Demain, je me promets au roi servant, pas un homme du nom de vérité. Mais même en serait-il autrement, qu'est-ce qui est le plus contraignant? Posez-vous la question. Je suis déjà engagé, et pas seulement par ma parole, mais par celle de mon père et de mon frère. Je ne voudrais pas épouser un homme qui a ordonné la mort de mon frère, mais ce n'est pas à l'homme que je suis promise, c'est aussi duché. C'est à eux qu'on me donne en espérant que mon peuple en tirera profit, et c'est là que je dois aller. Je hochai la tête. Merci, madame. Pardonnez-moi d'avoir troublé votre sommeil. Et où allez-vous maintenant? Voir votre frère. Elle demeura immobile pendant que je retournais à la porte de Rurisque. Je frappai. Le prince devait mal dormir, car il m'ouvrit beaucoup plus vite que sa sœur. Puis-je entrer?
Certainement, répondit-il avec grâce, comme je m'y attendais, et les prémices d'un éclair de rire firent trembler ma résolution sur ses bases. Imbre ne serait pas fier de toi, me gourmandai-je, et je réprimai mon sourire. J'entrai, et il referma le paravent derrière moi. Voulez-vous nous servir du vin demandai-je. Si vous le désirez, répondit-il, intrigué mais poli. Je m'assis dans un fauteuil pendant qu'il débouchait une carafe et nous servait. Il y avait un brûloir sur sa table, encore tiède. Je ne l'avais pas vu inhaler de fumée plus tôt dans la soirée. Il avait dû juger moins risqué d'attendre d'être seul dans sa chambre. Mais on ne peut jamais savoir quand un assassin va se présenter, la mort en poche. Je contins un sourire niais. Le risque avait rempli 2 verres. Je me penchai et lui montrai ma papillote de papier. Puis, délicatement, je versai la poudre dans son vin, pris le verre, puis tournai le liquide pour bien dissoudre le produit. Enfin, je le lui tendis. Je suis venu vous empoisonner, voyez-vous. Vous mourrez. Alors qu'Etrican me tue, et puis elle épouse vérité. Je levai mon verre et y tremblaient les lèvres. Du vin de pomme, importé de Limbourg probablement. Sans doute un cadeau de mariage. Qu'est-ce que Royal y gagne? Rurisque regarda son verre d'un air dégoûté avant de le mettre de côté. Il me prit le mien des mains et en but une gorgée. Puis d'une voix parfaitement assurée, il est débarrassé de vous. J'ai cru comprendre qu'il n'appréciait guère votre compagnie. Il s'est montré extrêmement gracieux avec moi, et on m'a offert de nombreux présents, en plus de ceux qu'il avait apportés pour le royaume. Mais si je mourrais, Ketriken se retrouverait seule héritière du trône des montagnes. Ce serait avantageux pour les séduchés, non? Nous avons déjà du mal à protéger les territoires que nous possédons, et à mon avis, le jeu de royal, ce serait l'avantage de vérité, pas du royaume. J'entendis du bruit derrière la porte. Ce doit être Cobb qui vient me surprendre en train de vous empoisonner. Je me levai et allai pousser le paravent. Mais ce fut Ketriken qui entra en coup de vent. Je refermai rapidement derrière elle. Il est venu t'empoisonner, dit-elle à Rurisque. Je sais, répondit-il gravement. Il a mis le produit dans mon vin. C'est pourquoi je bois le sien. Il remplit à nouveau le verre et le tendit à sa sœur. C'est de la pomme, fit-il d'un ton enjôleur lorsqu'elle refusa. Je ne vois rien de drôle là-dedans, s'exclama-t-elle d'un ton sec. Rurisque et moi échangeâmes un regard, puis un grand sourire idiot. La fumée nous faisait de l'effet. D'un ton doux, le prince dit: Je vais t'expliquer. Fitz Chevalerie s'est rendu compte ce soir qu'il est un homme mort. Trop de gens ont appris que c'est un assassin. S'il me tue, tu le tues. S'il ne me tue pas, comment peut-il encore se présenter devant son roi? Et même si son roi lui pardonne, la moitié de la cour saura que c'est un assassin. Et du coup, il ne servira plus à rien. Et un bâtard inutile est un point mort pour la royauté. Rurisque termina son discours en vidant le verre. Ketriken m'a dit que, même si je vous tuais cette nuit, elle se promettrait quand même la vérité demain. Il ne parut pas surpris. Que gagnerait-elle à refuser l'inimitié des six-duchés? Rien d'autre. Elle serait parjure à votre peuple, ce qui serait une grande humiliation pour le nôtre. Elle deviendrait une paria, ce qui ne profiterait à personne. Ça ne me ressusciterait pas. Et votre peuple ne se soulèverait pas à l'idée de la donner aux responsables de votre mort? Nous lui cacherons la vérité. Du moins, Ayod et ma sœur s'en chargeraient. Un royaume tout entier doit-il se jeter dans la guerre à cause de la mort d'un seul homme? N'oubliez pas qu'ici, je suis un oblat. Pour la première fois, j'eus une vague perception de ce que ce mot recouvrait, et je voulus le prévenir. Je risque de devenir rapidement gênant pour vous. On m'a dit qu'il s'agissait d'un poisson lent. Or, je l'ai examiné et c'est faux. C'est un simple extrait de morte racine, un produit assez rapide en réalité, s'il est pris en quantité suffisante. D'abord, la victime est prise de tremblement. Rurisque tendit les mains au-dessus de la table et elle tremblait. Ketriken nous regarda d'un air furibond. Et la mort survient peu après. Et je suppose qu'il est prévu de me prendre la main dans le sac et de m'éliminer en même temps que vous. Rurisque s'agrippa la gorge, puis laissa rouler sa tête sur sa poitrine. Je meurs empoisonné, déclama-t-il. J'en ai assez, s'écria Ketriken, à l'instant où Cobb jaillissait dans la pièce. Trahison hurla-t-il, pâlit soudain en voyant Ketriken. Princesse, dites-moi que vous n'avez pas bu de ce vin. Ce bâtard perfide l'a empoisonné. Sa déclaration dramatique fut un peu gâchée par l'absence de réaction des protagonistes. Ketriken et moi échangeâmes un regard. Rurisque dégringola de sa chaise et roula au sol. Ah, ça suffit,
fit sa sœur d'une voix sifflante. J'ai mis le poison dans le vin, dis-je aimablement à Cobb, comme on me l'avait ordonné. Et alors, le dos de Rurisque s'arqua sous l'effet de la première convulsion. En une fraction de seconde aveuglante, je compris comment on m'avait dupé. Du poison dans le vin de pomme de Labour, cadeau sans doute remis le soir même. Royal ne m'avait pas fait confiance pour l'y mettre. Mais cela n'avait pas dû présenter de difficultés dans ce palais, où la défiance était inconnue. Rurisque se cambra de nouveau, et je savais que je ne pouvais rien pour lui. Déjà, je sentais ma propre bouche devenir insensible, et je me demandais presque distraitement quelle dose de produit j'avais avalé. Je n'avais pris qu'une petite gorgée de vin. Allais-je mourir ici ou sur l'échafaud? Un instant plus tard, Ketriken comprit que son frère agonisait pour de bon. Ordure sans âme me lança-t-elle avant de tomber à genoux près de Rurisque. Le bercer de plaisanteries et de fumée, sourire avec lui alors qu'il se meurt. Elle leva des yeux étincelants vers Cobb. J'exige sa mort. Allez chercher Royal, vite. Je me précipitai vers la porte, mais Cobb me prit de vitesse. Naturellement, il s'était bien gardé d'inhaler de la fumée ce soir. Plus vif et plus musclé que moi, il avait aussi la tête plus claire. Ses bras se refermèrent sur moi, il me fit tomber sous son poids. Il avait le visage tout près du mien lorsqu'il m'enfonça son poing dans l'estomac. Et je reconnus son haleine, son odeur de sueur. Martel avait senti les mêmes avant de mourir. Mais cette fois-ci, la dague était dans ma manche, aiguisée comme un rasoir, et traitée comme avec le poison le plus expéditif que connut Imbre. Après que je la lui eus plantée dans le corps, il parvint à m'asséner encore 2 coups solides avant de retomber en arrière, agonisant. Adieu, Cobb. Comme il s'effondrait, je revis soudain un garçon d'écurie, le visage plein de taches de rousseur, qui disait Allez, venez là. Voilà, c'est bien. Vous êtes brave. Tout aurait pu se passer si différemment. J'avais connu ce garçon. En le tuant, je tuais une partie de ma vie. Burich allait m'en vouloir à mort. Toutes ces pensées m'avaient traversé l'esprit en un clin d'œil. La main tendue de Com n'avait pas encore touché le plancher que je me ruais à nouveau vers la porte. Mais Ketrikan eut plus de réflexe. Je pense que c'était un brodeau en bronze, mais je ne vis qu'un éclair blanc de lumière. Quand je revins à moi, j'avais mal partout. La douleur la plus immédiate se situant de mes poignets, car les cordes qui me les maintenaient nouées ensemble dans le dos étaient abominablement serrées. On me transportait. Enfin, plus ou moins. Ni Séverine ni Chahut ne semblaient se soucier que certaines parties de moi-même traînent par terre. Royal était présent, une torche à la main, ainsi qu'un Shurda que je ne connaissais pas, et qui ouvrait le chemin, lui aussi avec une torche. J'ignorais où nous étions, sinon que nous nous trouvions à l'extérieur. N'y a-t-il pas d'autre endroit où nous puissions le mettre? Un lieu particulièrement sûr? Demandait Royal. Je perçus une réponse marmonnée, et Royal dit Non, vous avez raison. Inutile de déclencher un émoi général dès maintenant. Demain, ce serait bien assez tôt. De toute façon, cela m'étonnerait qu'il vive jusque-là. Une porte fut ouverte, et on me balança la tête, la première, sur de la terre battue, à peine couverte de paille. J'avalais de la poussière et de la balle de grain, mais je ne pus tousser. Royal fit un geste avec sa torche. Va chez la princesse, ordonna-t-il à Séverine. Dis-lui que j'arrive bientôt. Vois si tu peux faire quelque chose pour améliorer le confort du prince. Toi, Chahut, va chercher Auguste dans sa chambre. Nous aurons besoin de son art pour faire savoir au roi subtil qu'il a réchauffé un scorpion dans son sein. Il me faudra son approbation pour la mise à mort du bâtard, s'il vit assez longtemps pour être condamné. Allez maintenant, allez. Et ils partirent, accompagnés de Shurda pour leur éclairer le chemin. Royal resta, le regard posé sur moi. Il attendit que les bruits de pas fussent inaudibles, et alors il me donna un violent coup de pied dans les côtes. Voici une scène que nous avons déjà vécue, non? Toi, vautré dans la paille, et moi en train de te regarder en me demandant quelle mauvaise fortune t'a placé sur mon chemin. C'est curieux comme bien des choses s'achèvent comme elles nous ont commencé. Jusqu'à la boucle de la justice qui est enfin bouclée. Vois comme tu es tombé victime du poison de la traîtrise, exactement comme ma mère. Ah, tu sursautes? Croyais-tu que je n'étais pas au courant? Non, je savais tout. Je sais beaucoup de choses que tu me crois ignorer. Tout, depuis l'odeur pestilentielle de Dametin jusqu'à ton art que tu as perdu lorsque Burich a refusé de te laisser continuer à puiser dans son énergie. Ah, ça! Il t'a vite laissé tomber quand il s'est rendu compte que cela risquait de lui coûter la vie. Une crise de tremblement me convulsa. Royal éclata de rire, la tête rejetée en arrière. Puis il se détourna en poussant un soupir. Dommage que je ne puisse pas rester pour assister au spectacle. Mais j'ai une princesse à consoler, la pauvre, promise à un homme qu'elle est déjà.
et Royal s'en alla, à moins que je ne me fusse évanoui. Je ne sais pas très bien. J'eus l'impression que le ciel s'ouvrait et que j'ai m'y diversais. Être ouvert, m'avait dit Vérité, c'est simplement ne pas être fermé. Puis, je rêvais, je crois du fou, et aussi de Vérité, endormi les bras autour de la tête, comme pour empêcher ses pensées de s'échapper. Et encore de la voix de Galène, qui se répercutait dans une salle noire et glacée. Demain, c'est mieux. Lorsqu'il artise en ce moment, c'est à peine s'il a conscience de la pièce où il se trouve. Notre lien n'est pas assez substantiel pour que j'opère à distance. Il faudra un contact. Il y eut un couinement dans l'obscurité, une désagréable musaraigne mentale que je ne reconnus pas. Agis tout de suite, insista-t-elle. Ne sois pas sot, la gourmanda Galène. Veux-tu risquer de tout perdre par trop de hâte? Demain, ce sera bien assez tôt. Laisse-moi m'occuper de cet aspect des choses. Toi, tu as des nettoyages à faire là-bas. Chahut et Sévren en savent trop. Et le maître d'écurie nous embête depuis trop longtemps. Tu m'abandonnes au milieu d'un bain de sang, couina la musaraigne avec colère. Eh bien, patauge jusqu'à un trône. Et Cobb est mort. Qui va prendre soin de mes chevaux pendant le voyage de retour? D'accord. Laisse le maître d'écurie de côté, répondit Galen avec mépris. Puis après réflexion. Je me chargerai de lui personnellement lorsque vous serez revenu. Cela ne me dérange pas. Mais les autres, mieux vaut t'en débarrasser rapidement. Peut-être le bâtard avait-il empoisonné d'autres carafes de vin dans vos appartements. Quelle tristesse que tes serviteurs se soient servis. D'accord. Mais il faudra me trouver un autre valet. Tu demanderas à ton épouse d'y veiller. D'ailleurs, tu devrais être auprès d'elle. Elle vient de perdre son frère. Tu dois te montrer horrifié de ce qui s'est passé. Essaye d'accuser le bâtard plutôt que vérité. Mais n'y mets pas trop de conviction. Et demain, lorsque tu manifesteras autant d'affliction qu'elle, eh bien, nous verrons à quoi peut mener une compassion mutuelle. Elle est grande comme une vache et pâle comme un poisson. Mais avec les territoires des montagnes, tu auras un royaume défendable à l'intérieur des terres. Tu sais bien que les duchés côtiers ne te soutiendront pas et que Labour et Sillon ne peuvent pas se dresser seuls, coincés entre les montagnes et les duchés des côtes. Par ailleurs, elle n'est pas obligée de survivre à la naissance de son premier enfant. Fitz chevalerait l'invoyant, dit Vérité dans son sommeil. Le roi subtil et Imbre jouaient au dé ensemble. Patience s'agita en dormant. Chevalerie fit-elle à mi-voix. Est-ce toi? Non, dis-je. Ce n'est personne. Personne. Elle hocha la tête et continua de dormir. Lorsque je retrouvai l'usage de mes yeux, il faisait sombre et j'étais seul. J'avais les mâchoires qui tremblaient, et le menton et le devant de la chemise trempés de ma propre salive. Je me sentais moins engourdi, et je me demandais si cela signifiait que le poison n'allait pas me tuer. C'était sans doute sans importance. Je n'aurais guère l'occasion de parler pour ma défense. Mes mains étaient complètement insensibles. Au moins, elles ne me faisaient plus mal. J'avais horriblement soif. Le risque était-il déjà mort? Il avait bu beaucoup plus de vin que moi, et d'après Imbre, le poison utilisé était rapide. Comme en réponse à ma question, un cri qui exprimait le chagrin le plus absolu monta vers la lune. Il me parut durer une éternité, et m'arracher le cœur en s'élevant. Le maître de Fouineau était mort. Je me projetai vers lui et l'enveloppai du vif. Je sais, et nous frissonnâmes ensemble, tandis que celui qui l'aimait s'en allait, inaccessible. La grande solitude se referma sur nous. Petit maître? C'était faible, mais sincère. Une patte, un museau, et une porte s'entrebâilla. Il s'approcha et son nez me dit à quel point je sentais mauvais, fumée, sang et sueur d'angoisse. Arrivé près de moi, il s'allongea et posa sa tête sur mon dos. Avec le contact physique, le lien ressurgit, plus fort à présent que Rurisque était mort. Il m'a quitté. Ça fait mal. Je sais. Un long moment passa. Tu me détaches? Le vieux chien leva la tête. Les hommes ne pleurent pas les morts avec l'intensité des chiens. Devrions nous en réjouir. Mais du fond de sa détresse, il se dressa malgré tout et entreprit de cisailler mes cordes avec ses dents usées. Je sentis les brins lâcher les uns après les autres, mais je n'avais pas la force de tirer dessus pour les rompre. Fouineau tourna la tête pour s'y attaquer avec les molaires. Enfin, les liens se délirent, et je ramenai mes bras devant moi. J'avais toujours mal partout, mais différemment. Je ne sentais pas mes mains, mais je pus enfin me rouler sur le dos pour ne plus avoir le visage dans la paille. Fouineau et moi soupirâmes à l'unisson. Il posa sa tête sur ma poitrine, et je passai un bras ankylosé autour de son cou. Je fus soudain pris de tremblement.
Mes muscles se mirent à se raidir et à se détendre si violemment que ma vision se remplit de points lumineux. Mais la crise finit par s'apaiser et je respirais toujours. J'ouvris à nouveau les yeux, une lumière m'éblouit, mais j'étais pas sûr qu'elle fût réelle. À côté de moi, la queue de Fouineau battait la paille. Buriche s'agenouilla lentement près de nous. Il caressa doucement l'échine de Fouineau. Mes yeux s'habituèrent à la clarté de la lanterne et je lus de la douleur dans les traits de Buriche. Tu es en train de mourir me demanda-t-il. Sa voix était si neutre que j'eus l'impression d'entendre une pierre parler. Je ne sais pas. Du moins, c'est ce que j'essayais de répondre, mais ma bouche ne m'obéissait pas bien. Buriche se releva et s'en alla en apportant la lanterne. Je restai allongé dans le noir. Puis la lumière revint avec Buriche, qui portait un seau d'eau. Il me souleva la tête et me versa de liquide dans la bouche. N'avale pas, m'avisa-t-il. Mais j'étais incapable de commander les muscles concernés de toute façon. Il me rassa encore 2 fois la bouche, puis faillit m'étouffer en essayant de me faire boire. Je repoussai le seau d'une main de bois. Non, réussis-je à dire. Au bout d'un moment, mon esprit parut s'éclaircir. Je me passai la langue sur les dents et je perçus leur contact. J'ai tué Cobb, fis-je. Je sais. On a rapporté son corps dans les écuries. Personne n'a rien voulu m'expliquer. Comment as-tu su me trouver? Il soupira. J'avais un pressentiment. Tu as entendu Fouineau? Son hurlement, oui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il resta quelques secondes sans répondre. Sentir une chose, ce n'est pas la même chose que s'en servir. Je ne vis rien à rétorquer. Finalement, je dis. C'est Cobb qui t'a poignardé dans les escaliers. Ah? Il réfléchit. Je m'étais demandé pourquoi les chiens avaient si peu aboyé. C'est qu'ils le connaissaient. Il n'y a que Martel qui avait réagi. Avec une violence soudaine, mes mains retrouvèrent leur sensibilité. Je les serrai contre ma poitrine et me roulai sur elles. Fouineau se mit à gémir. Arrête siffla Buriche. Je ne peux pas, haltai-je. Ça fait si mal que je n'arrive pas à me contrôler. Buriche ne dit rien. Tu vas m'aider demandai-je finalement. Je n'en sais rien, fit-il à mi-voix, puis d'un ton presque suppliant. Fitz, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es devenu? Je suis ce que tu es, répondis-je avec sincérité. L'homme lige du roi. Buriche, ils vont tuer Vérité. S'ils y arrivent, Royal deviendra roi. Qu'est-ce que tu racontes? Si je reste ici à te l'expliquer, c'est ce qui va se passer. Aide-moi à sortir d'ici. J'eus l'impression qu'il lui fallait une éternité pour se décider, mais pour finir, il me soutint pendant que je me levais. Puis, cramponné à sa manche, je quittai les écuries d'un pas chancelant et m'enfonçai dans la nuit.